restant enserrés dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit sans aucune pitié. Arrêtez, citoyens, de trop vous laisser faire. Je pense qu'est venu le temps de la colère. Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2026 et il est 23h20. Alors c'est la conversation impromptue numéro 37 et je l'ai intitulée Quand les États perdent la tête. J'avais terminé d'ailleurs ma dernière vidéo par cette formule Dieu reconnaîtra les siens, dans l'hypothèse où le fanatisme et l'idéologie l'emporteraient sur la raison. Où en est-on quelques jours plus tard? Assiste-t-on à un ralentissement du conflit, à des déclarations apaisantes, à des tentatives de pourparlers d'un côté ou de l'autre? Rien de tout cela ne se profile à l'horizon, et on peut même dire que certaines déclarations dépassent l'entendement. C'est ainsi que le chancelier allemand, le chancelier Merz, vient de déclarer: il serait normal que le droit international ne s'applique pas à l'Iran. Je pense que cette déclaration est tellement grave et symptomatique de l'esprit qui anime nos dirigeants européens qu'il convient de s'y arrêter un peu. Le droit international, qu'est-ce que c'est? C'est un principe universel et dangereux il est dangereux de s'en, de s'en, de s'en, de s'en dégager. Le droit international constitue l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les États et les organisations internationales. Il repose sur des principes fondamentaux, établis notamment par la Charte des Nations Unies en 1945. Souveraineté des États, égalité juridique entre eux, interdiction du recours à la force, sauf légitime défense ou mandat du Conseil de sécurité, respect des traités, règlement pacifique des différends. Ce système n'est pas une simple convention morale. Il constitue le socle minimal de stabilité dans un monde où aucune autorité supérieure aux États n'existe. Dans cet ordre juridique, l'universalité est essentielle. Le droit international ne peut exister que s'il s'applique à tous les États, quel que soit leur régime politique, leur puissance ou l'appréciation morale que l'on porte sur eux. C'est précisément pour éviter l'arbitraire et la loi du plus fort qu'il a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, l'idée selon laquelle le droit international ne devrait pas s'appliquer à un État donné, en l'occurrence à l'Iran, constitue une rupture radicale avec des principes fondateurs de l'ordre international. Même lorsqu'un État viole le droit international ou est accusé de le faire, cela ne signifie pas qu'il en soit exclu. Au contraire, c'est précisément parce que ces règles s'appliquent à lui qu'il peut être jugé, sanctionné ou contraint. La logique juridique veut que la violation d'une norme entraîne des responsabilités, non l'abolition de la norme elle-même. En effet, la Charte de l'ONU encadre strictement l'usage de la force. La légitime défense n'est admise que lorsqu'un État est victime d'une agression armée, et non sur la base d'une simple menace ou suspicion. Cette règle vise précisément à empêcher les guerres préventives ou les interventions unilatérales qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Admettre qu'un État puisse être placé hors du droit revient à introduire une logique extrêmement dangereuse. Trois conséquences majeures en découlent.
D'abord, la fin de l'égalité souveraine des États. Si certains États peuvent être exclus du droit international, alors celui-ci cesse d'être un droit universel et devient un instrument politique utilisé par les puissants contre les faibles. Ensuite, la légitimation de la loi du plus fort. Sans cadre juridique commun, les relations internationales redeviennent un système de force brute où chaque État peut justifier une action militaire en désignant un adversaire comme hors du droit. Pourquoi pas? L'érosion de la crédibilité des institutions internationales, enfin. Les Nations unies et les traités internationaux perdent leur autorité si leur application dépend des intérêts politiques du moment. Cette logique est d'autant plus préoccupante qu'elle renverse l'esprit même du droit international issu de 1945. Après les catastrophes de deux guerres mondiales, les États ont précisément cherché à construire un ordre où la règle prime sur la puissance. Remettre en cause cette universalité revient à fragiliser tout l'édifice juridique qui régule aujourd'hui les conflits et limite leur escalade. Enfin, il faut rappeler que l'Iran, comme tout autre État, est partie à de nombreux traités internationaux, notamment au traité de non-prolifération nucléaire et à plusieurs conventions sur les armes de destruction massive. Ces engagements prouvent que le droit international constitue le cadre dans lequel les différends doivent être traités par la négociation, les inspections ou les sanctions multilatérales, et non par la négation même du droit. Donc déclarer qu'un État ne devrait pas bénéficier du droit international n'est pas seulement une position politique contestable, c'est une remise en cause fondamentale du type d'universalité du droit. Une telle logique ouvre la porte à un monde où la force prime sur la règle, où la guerre préventive devient légitime et où l'ordre international fondé sur le droit risque de céder la place à l'arbitraire des puissances. Le droit international n'est pas à géométrie variable. Ce glissement est dangereux, car il nous ramène à un monde que le XXe siècle a tragiquement connu, un monde où la puissance décide seule de ce qui est légitime. Le droit international a précisément été conçu pour empêcher cette logique. Il n'est pas parfait, c'est vrai. Il est parfois violé, souvent contesté, mais il demeure la seule barrière juridique contre l'arbitraire dans les relations entre États. La véritable question, c'est pas de savoir si on éprouve ou non la politique de tel ou tel pays. La question est bien plus fondamentale. Accepte-t-on que le droit s'applique à tous ou seulement à ceux qui nous conviennent? Car si l'on ouvre la porte à un droit international à géométrie variable, alors ce n'est pas seulement l'Iran qui se retrouvera un jour hors du droit. Ce sera tôt ou tard n'importe quel État désigné par plus puissant que lui. Et dans un tel monde, il n'y aura plus de droit international, seulement la loi du plus fort. Il s'agit donc d'une déclaration d'une gravité exceptionnelle. A-t-elle soulevé dans la classe politique du pays concerné, c'est-à-dire l'Allemagne, une bronca importante? Que nenni. Et en France, encore moins. Aujourd'hui, il est possible de faire les choses les plus sordides, les plus illégales, sans que quiconque ou presque y trouve à redire. Nous en avons encore un exemple dans le déroulement des frappes qui ont conduit au massacre des écolières iraniennes. Cette terrible affaire, remarquablement décrite par Scott Ritter, un ancien officier des marines, montre la gravité de la chute morale des dirigeants militaires des États-Unis, et particulièrement du secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth. En effet, il a supprimé la procédure d'atténuation des dommages civils lors du calibrage des cibles, procédure qui permettait de s'assurer qu'une cible était bien une cible militaire, évitant de détruire une cible civile. Cette procédure avait été prise en 2023 dans le cadre d'une loi
sur la réponse et atténuation des dommages civils. Petr Hegseth l'a supprimé dans le cadre de l'effort pour la létalité. Parce que Tritter qualifie cette attitude de crime de guerre, car elle est à l'origine du massacre des écolières. Il décrit ainsi la nouvelle politique inspirée par Pete Hegseth comme contraire à la Constitution des États-Unis et donc illégale. Non seulement elle conduit à des actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre, mais elle est aussi totalement improductive, car conduisant à galvaniser l'adversaire en semant une haine féroce et un fort désir de vengeance. Nous sommes donc en présence de nations qui sont dans une fuite en avant, Israël perdu dans ses délires messianiques, qui lui permettent d'agir sans contrainte morale, comme étant l'élu de Dieu, et les États-Unis tiraillés par des évangélistes sionistes, tout aussi illuminés, et un Congrès empêtré dans sa corruption et sa perversité. Et le président Trump, vraisemblablement, empêtré dans l'affaire Epstein et dans ses dépendances au financement du lobby sioniste. Il semblerait que l'hypothèse que j'évoquais dans ma dernière vidéo, à savoir l'hypothèse nucléaire, soit de plus en plus plausible, mais qu'elle se heurte à la forte probabilité que l'Iran ait déjà des têtes nucléaires, ou tout au moins il soit très proche de les avoir. La fatwa de l'ayatollah Khamenei est irréversible. Ce serait donc, selon Scott Ritter, des bombes canons qui ne nécessitent pas de campagne de test et sont immédiatement utilisables, mais qui seraient à tête nucléaire. Nous serions alors devant l'équilibre de la terreur qui pourrait éventuellement dissuader Israël. Quoi qu'il en soit, nous assisterons très bientôt à de profonds bouleversements, tant en Israël et au Moyen-Orient qu'aux États-Unis et en Europe. Les peuples verront enfin toute l'horreur des projets projetés pour leur mise en servitude et leur exploitation. Ils vont comprendre l'extraordinaire duplicité qui les a conduits vers des confrontations artificiellement organisées pour le plus grand bénéfice de cette caste perverse et psychopathe. Il ne reste plus à espérer qu'ils sachent en retirer tous les enseignements nécessaires et qu'ils fassent le bon choix pour la conduite de leur nation. Merci de m'avoir écouté et à bientôt, peut-être. Ce monde de mensonges, ce monde de fraudeurs qui plonge tant de gens dans autant de malheurs, qui nous laisse pantois devant tant de laideur. Ce monde où les plus faibles ne trouvent plus leur place, chaque instant enserré dans une lourde angoisse. Ce monde aux valeurs très souvent inversées nous ronge et nous détruit